Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci au professeur Brun-Buisson qui m'a un petit peu déblayé le terrain, finalement. Je vais dire à peu près la même chose que lui et vous convaincre justement du contraire. Je voulais remercier la société et surtout le conseil scientifique de m'avoir invité. Lui rappeler quand même que j'ai quelques conflits d'intérêts puisque je suis consultant chez MSD, mais je vais être le plus honnête possible. Mais que probablement le plus important, c'est mon conflit moral, puisque comme vous savez que c'est un duel et que je dois mettre à mort mon contradicteur. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier à ma fille, qui a maintenant 17 ans, et donc qui m'a spontanément répondu la chose suivante: mais tu ne peux pas faire cela à ces bébés. Et effectivement, ces bébés, c'est notre maître à tous. Et c'est tout ce qui va accompagner finalement ce topo, puisque j'ai du mal en fait à dire le contraire de ce que dit le boss, entre guillemets. Ceci dit, voilà de ce dont je vais parler. Je vais parler des céphamycines, et vous voyez, on n'est pas d'accord sur l'orthographe, probablement que j'ai tort. C'est une question d'intégration, on va dire. On va parler des céphalosporines de 3e génération, on va parler des céphalosporines dites de 4e génération et des uréidopénicillines associées aux inhibiteurs, ce qui nous concerne, nous, en tant que réanimateurs. Et je ne parlerai pas des nouveaux anti-BGN parce qu'on m'a toujours appris dans la maison Rapin, nos data, nos blabla. Et donc, j'en parlerai pas, je parlerai de ceux que nous avons dans la littérature et qui nous permet d'avancer. D'abord, il faut absolument vous dire il y a une contrainte majeure, c'est l'épidémiologie. Et quand nous avions regardé les données de Necker enfants malades sur l'espèce qui reste la plus sensible à ce que l'on appelle les alternatives, eh ben, nous étions dans une situation relativement compliquée, puisqu'il y avait 10% à peu près des Escherichia coli qui étaient résistants aux inhibiteurs et à peu près 23% à la céfoxytine. Personnellement, sur des malades graves de réanimation, je ne prendrai jamais le seuil ou le risque de me tromper dans 10% des cas. Et juste pour ceux qui ont assisté au topo de début de la semaine, le professeur Brun-Buisson avait mis la barre à 5% pour les patients graves sur le plan épidémiologique. Voilà le plan de ma présentation. D'abord, je vais vous donner des données pour vous dire qu'on n'a aucune preuve de l'efficacité des alternatives, au moins dans les infections graves. Je vais vous donner des données pour vous dire que l'efficacité des alternatives dépend de la concentration au seuil de l'infection, et le professeur Brun-Buisson vous l'a dit. Et la troisième, je vais vous dire finalement pourquoi on veut épargner les carbapénèmes. C'est quoi ce trip-là de dire finalement les carbapénèmes ont des conséquences, et vous prouvez justement le contraire. Alors pour attaquer le premier point, d'abord, le travail a été fait, il vous l'a dit et vous l'a redit. Oui, on a des données dans les infections urinaires. Oui, ces données ne sont pas chez les patients graves, puisque dans la plus grosse étude, qui est l'étude de Rodriguez-Bano, seuls 10% des patients étaient admis en réanimation. Et donc, à partir des études que nous avons, nous ne pouvons pas conclure pour les patients de réanimation. Oui, il vous l'a dit, ça concerne essentiellement l'espèce Escherichia coli. Et le problème, c'est qu'épidémiologiquement, l'espèce Escherichia coli, c'est celle qui reste la plus sensible aux alternatives. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de la Klebsiella pneumoniae? Et qu'en est-il de Proteus mirabilis? Donc cela ne correspond pas du tout aux caractéristiques de nos patients, sans compter que dans la majeure partie des études, il s'agit d'infections urinaires et que notre problématique est ailleurs, ce sont les cathéters, les pneumopathies et parfois les péritonites. Deuxièmement, il n'existe aucune étude randomisée dans la littérature, et moi je sors d'une maison où on m'a expliqué, sans randomisation, il n'y a pas de conclusion possible. Je veux bien, il faut regarder les patients, mais quand même il faut être cohérent à travers les 30 années d'enseignement que vous nous transmettez. Enfin, la majeure partie des études sont des études rétrospectives et ce sont des analyses a posteriori et je ne sais pas comment on peut en tirer des conclusions. Elles concernent essentiellement, et il vous l'a dit, l'antibiothérapie documentée, c'est-à-dire au moment où vous, réanimateur, vous êtes à la 48e heure, tout se passe très bien, vous pouvez réévaluer votre patient. Pourquoi pas, on en rediscutera tout à l'heure. Et il vous l'a redit, sur les bases de l'étude de Tama aux États-Unis, nous avons très peu de données PKPD, et vous savez que le PKPD nous pose problème en réanimation. Il existe des études négatives, vous en a montré une seule, j'en ai retrouvé 5, donc des études qui regardent des espèces tout à fait différentes, dont les effectifs sont variables allant d'une 50aine à une 100aine de patients, et où la part des alternatives est variable, et ce qu'on évalue dans la littérature, c'est les alternatives au sens large et pas simplement une molécule versus une autre. Toutes montrent une surmortalité sans différence significative, et vous savez combien la mortalité ne dépend pas que du choix thérapeutique. Et vous citez peut-être la plus importante qui vient d'être publiée, celle de Tama, où là il y a une surmortalité, et que cette surmortalité est significative, avec un risque qui est multiplié par 2 pour les patients recevant autre chose que des carbapénèmes. Deuxièmement, et je suis totalement d'accord, l'efficacité des alternatives dépend de la concentration des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, et ça dépend, c'est le cas pour toutes les infections et toutes les espèces microbiennes, notamment en réanimation.
Et je vais reprendre les notions de la CMI et les notions des dosages en réanimation. Donc je vous ai repris sur ce tableau-là les quelques études que le professeur Brun-Buisson vous a montrées tout à l'heure pour vous montrer le taux d'échec en fonction du niveau de CMI. Effectivement, si vous regardez les premières études sur les céphalosporines de troisième génération, lorsque la CMI était inférieure à 1 mg par litre, qui est notre breakpoint actuellement, il y avait quand même un échec de l'ordre de 20%. De la même façon, lorsque la CMI était égale à 4 mg par litre, le taux d'échec était de 73%. Mais de la même façon, dans l'étude de Rodriguez-Bano qui avait évalué l'intérêt des inhibiteurs, donc des bêta-lactamines associées aux inhibiteurs, le taux d'échec était élevé en fonction de la CMI. Et lorsque vous aviez une CMI supérieure à 4, c'est-à-dire inférieure au breakpoint qui est de 8, la mortalité était de l'ordre de 23%. Donc cette notion de concentration minimale inhibitrice est extrêmement importante et c'est une donnée que nous n'avons pas lorsque nous voyons le malade à T0. De la même façon, lorsque nous avions regardé nos données à Necker enfants malades sur les Escherichia coli et les BLSE Escherichia coli, nous avions regardé la sensibilité des CMI à la céfoxytine. Certes, un certain nombre de souches étaient sensibles à la céfoxytine, mais nous avions des souches dont les CMI étaient supérieurs à 8 mg par litre, et là, il n'y a aucun indicateur ou un score qui puisse prédire ce risque-là. Et nous avions regardé à ce moment-là, si on mettait de la céfoxytine pour les patients qui avaient des infections à BLSE, sous quelles règles pharmacocinétiques, pharmacodynamiques on pouvait atteindre une excellence, et on avait été critiqué à ce moment-là par Jean-Pierre Bedos à la RICAI, et les données que nous avions mis en évidence, c'était de dire que lorsque la CMI est inférieure à 16 mg par litre, pour obtenir une concentration à 100% de la CMI pendant tout le temps de l'intervalle, il fallait administrer 8 grammes de céfoxytine et en continu. Et Jean-Pierre nous avait dit à ce moment-là, mais c'est comme ça qu'il faut administrer la céfoxytine. Je ne suis pas sûr que dans la salle, tout le monde le fait de cette façon-là. Donc une vraie problématique en termes de CMI et de modalités d'administration. Enfin, nous avions été un peu plus loin et nous avions regardé la tazociline. Et nous nous étions posé la question, finalement, avec la tazo, comment ça se passe, au moins au plan microbiologique. Et je vous remonte les 3 espèces que nous avons là, le nombre d'espèces qui ont été testées, le nombre de souches qui ont été rendues sensibles, finalement, par le laboratoire au regard du diamètre. Et ce que je vous demande, c'est juste de regarder cette colonne-là. Voilà les entérobactères cloacae BLSE. Voilà ceux qui sont rendus sensibles dans la boîte de pétri au regard de diamètre par rapport au disque de tazociline. Et regardez, seuls 50% d'entre elles restent sensibles sur la CMI. Donc déjà, il y a un problème microbiologique entre le moment où on vous rend le diamètre et le moment où on vous rend la CMI. Il y a 50% des souches qui sont dites sensibles et qui sont en réalité résistantes. Et cette problématique-là, pour vos malades de réanimation, c'est certainement pas dans les 24 premières heures que vous allez avoir ce résultat-là. Enfin, le professeur Brun-Buisson a omis de vous rappeler quelque chose, que la tazociline, ça fait partie des antibiotiques qui sont soumis à l'effet inoculum et où le risque d'échec est beaucoup plus élevé lorsque l'inoculum est important. Or, et j'ose croire que les malades qui viennent chez nous sont probablement les malades les plus graves et que ce sont ceux qui ont les inoculums les plus importants. Et il a omis de vous rappeler quand même toute cette flopée d'études de DALI Study qui viennent d'être publiées dans les 2 dernières années, qui suggèrent que chez nos malades de réanimation, les premières doses sont totalement inadaptées. Et je vous ai mis ici la petite flèche sur la piperacilline pour vous montrer que si vous voulez regarder les premiers malades, 109 malades qui reçoivent de la piperacilline, vous leur faites un dosage et vous regardez combien de temps ils ont une concentration supérieure à la CMI pendant l'intervalle, combien le pourcentage d'entre eux pendant l'intervalle d'injection, c'est seuls 30% d'entre eux qui atteignent une concentration supérieure à 100% au-dessus de la CMI pendant le temps de l'intervalle. Et donc c'est une vraie problématique pour nous. La majeure partie de nos patients sont a priori sous-dosés. Enfin, et c'est ça ce qui m'intéresse le plus, pourquoi éviter les carbapénèmes? Est-ce qu'elles ont des conséquences écologiques? Est-ce que la consommation est importante en réanimation, puisque nous parlons des patients de réanimation? D'abord, quand vous regardez les anciens papiers sur les conséquences des carbapénèmes, les conséquences sont extrêmement faibles, contrairement à ce que l'on vous raconte. Tous les antibiotiques participent à l'émergence de la résistance. Et il y a une particularité pour l'imipénème qui a bien été mise en évidence depuis plusieurs années, c'est que sa diffusion dans le tube digestif n'est que de l'ordre de 2%. Et la concentration est extrêmement faible. Et dans ce papier-là, qui avait été publié en 95, on retrouvait moins de 1 mg par kilogramme de sel de carbapénème. Et si vous reposez la question à des vieux microbiologistes, ils vous diront, mais c'est pas le problème. Allez doser les antibiotiques dans les selles. On retrouve très rarement des concentrations qui permettent de faire émerger la résistance.
Enfin, quand on regarde les modèles animaux, et ça le professeur Brun-Buisson les connaît bien et il a oublié de vous les montrer, c'est que quand vous prenez une souris et que vous modélisez l'administration des antibiotiques à une souris et que vous lui faites ingérer une BLSE, quand vous regardez les carbapénèmes par rapport à la piperatazole, ici vous avez l'ertapenem, eh ben la BLSE ne survit pas, elle ne se multiplie pas. À l'inverse, pour la piperatazole que je vous ai remis ici un petit peu en rouge, regardez les concentrations de BLSE que vous allez avoir chez cette souris. La piperatazole, qui diffuse extrêmement bien dans le tube digestif, qui a des effets écologiques connus depuis plusieurs années, notamment sur l'entérocoque résistant à l'Avanco, eh ben, elle permet l'installation de la BLSE et son amplification. Mais il en est aussi de même pour la Klebsiella pneumoniae carbapénémase. Quand vous faites ingérer à cette même souris une Klebsiella pneumoniae carbapénémase et que vous lui administrez des bêta-lactamines modélisées, pharmacocinétiques humaines, qu'est-ce que vous mettez en évidence? Vous mettez en évidence que d'un côté, c'est la clindamycine qui permet l'augmentation du taux de KPC dans les selles de cette souris et son maintien pendant un certain temps, 11 jours, mais aussi, le voilà, les uridopénicillines associées aux inhibiteurs. Donc les effets écologiques des antibiotiques, je ne suis pas sûr qu'il y ait une classe qui fasse moins qu'une autre, même s'il y a peut-être des classes qui feraient plus qu'une autre. Et pour finir, j'attendais qu'il me montre quand même ce papier de l'équipe de Laurence Armand-Lefebvre et qui suggérait que finalement, chaque prescription de carbapénème, dès les premiers jours, exposée au risque d'émergence de bactéries résistantes au carbapénème. Oui, je suis tout à fait d'accord. Probablement que ça participe, ce n'est pas le seul élément. Et dans ce travail-là, 2% des patients étaient admis dans les réanimations de Bichat avec une bactérie résistante au carbapénème et à 6 semaines, 60% d'entre eux. Et dans ce travail, ce que nous avait montré finalement Laurence Armand-Lefebvre, c'est que quand vous receviez 1 à 3 jours des carbapénèmes, eh ben, le risque était multiplié par 4. Mais si j'ai bien entendu la présentation du professeur Brun-Buisson, il n'a jamais positionné les carbapénèmes les alternatives en probabilistes. Il a dit que c'était en documenté. Donc, vous commencez par des carbapénèmes, le mal est fait, et vous partez après sur éventuellement des antibiotiques qui auraient moins d'effets écologiques. Et puis j'ai regardé les études cliniques. Est-ce qu'il y a des études cliniques qui ont regardé quel est le rôle des carbapénèmes dans l'émergence ou des antibiotiques dans l'émergence des KPC? Les voilà les 4 dernières études publiées par nos collègues grecs et israéliens. Regardez sur cette colonne-là des cas témoins, des cas contrôle ou des études prospectives dont l'objectif est de regarder colonisation ou infection à KPC. Eh ben, dans les facteurs de risque, lorsqu'on s'intéresse aux antibiotiques, les fluoroquinolones, les céphalosporines de 3e génération, les carbapénèmes, les bêta-lactamines avec inhibiteurs de bêta-lactamase, tous sont associés. Mais c'est tout à fait normal. Les carbapénémases ont un spectre de liste tel que tous les antibiotiques que vous allez administrer chez un patient porteur vont probablement les faire émerger. Et donc, sur un plan écologique, il n'y a aucune différence. Et la question qu'on pourrait se poser, parce qu'on est dans une maison qui nous a toujours appris qu'il fallait, entre guillemets, pas nuire à l'individu, mais préserver la collectivité, c'est quelle est finalement l'importance de maîtriser cette classe de molécules. Alors je me suis posé la question en France, est-ce que le problème des carbapénèmes, c'est la réanimation? Voilà les données de l'étude SPA, je ne sais combien. 2300 malades traités par carbapénème et on regarde où se passe la prescription des carbapénèmes. Réanimateur, vous prescrivez dans 20% des cas, les 20% des prescriptions des carbapénèmes sont de votre faute. Et tout le reste, les 80%, se passe ailleurs. Et regardez ailleurs comment ça se passe. 17% sans prélèvement microbiologique. Je pense que depuis des années, vous nous avez appris de faire autre chose. Et regardez, 30% depuis plus de 10 jours. Et quand on va un peu plus loin pour regarder quels sont ceux qui reçoivent des traitements pour des BLSE, seuls 21% des prescriptions des carbapénèmes en France sont liées à des infections à BLSE. Ben, très bien. Très intéressant. Et quand je reprends ce fameux papier que nous avons publié, dont le message n'était pas de dire que finalement on peut utiliser des alternatives, mais était de dire que les alternatives, c'est pas aussi facile que ça. Sur 79 patients, suivis dans 2 équipes très motivées pour désescalader les carbapénèmes, donc Necker et Henri Mondor, puisque vous étiez signataire de ce papier, eh ben, seul dans 50% des cas, on pouvait régresser et désescalader pour une autre molécule. Pourquoi? Parce que simplement, déjà ici, dans 55% des cas où il y avait eu une alternative, eh ben, microbiologiquement, on ne pouvait pas le faire. Et donc, j'ai fait un calcul tout simple. Voilà l'école de Maurice Rapin. Préserver l'intérêt collectif sans nuire l'intérêt individuel. La prescription des carbapénèmes SPA 1 en France, c'est 9% des prescriptions antibiotiques. La prescription des carbapénèmes
pour les BLSE, c'est 21% de ces 9%, soit 3% des prescriptions antibiotiques. En réanimation, c'est 30% des 3%, soit 1%. Parmi celles qui sont désescaladables, il n'y a plus que 50%. Donc, en pratique, oui, c'est un problème de prescrire des carbapenem. Vous êtes responsable de 0,5% des prescriptions antibiotiques totales. Et pour se poser la question, est-ce que c'est le collectif ou l'individu? Je dirais, dans cette situation, c'est l'individu qui passe devant le collectif au regard de nos données. Et alors, ces alternatives, on est d'accord, Monsieur Brambisson, en documenté et non en probabiliste, à la 48e heure, une fois la CMI obtenue, donc 24 heures plus tard, à condition que le patient soit stable, le foyer soit drainé ou drainable, et si c'est un Escherichia coli, mais là j'aimerais bien qu'on fasse une étude, est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter les antibiotiques? Et en conclusion, et pour être le plus honnête, si je faisais la visite encore quand j'étais interne dans le service et que je serais en face de vous, vous m'auriez tout simplement répondu, les alternatives, faut voir.